À vous de jouer. Alors bonjour à toutes et à tous, vous nous entendez bien? C'est bon? Ok, super. Donc on est ravis de vous accueillir pour cette présentation. Donc je suis la cofondatrice d'Open Sesame. Donc Open Sesame, c'est un éditeur de logiciels de cybersécurité qui est spécialisé dans la gestion des accès et des identités souveraines. Nous avons une spécificité qui est que nous utilisons des techniques de mathématiques avancées et de l'intelligence artificielle pour simplifier et renforcer la sécurité dans l'authentification. Et je vais laisser mes camarades se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Cyril Bras, je suis le directeur cybersécurité de Waller. Et Waller est éditeur d'une solution de travail collaboratif qualifiée Secnum Cloud. Et je vais en parler un peu plus par la suite. Bonjour à tous, je suis Pierre-Guillaume Gros-Joël, le responsable des technologies d'Open Sesame. Alors, on a juste la zapette. Merci. Alors, aujourd'hui, quelles sont les problématiques? En fait, le monde de l'authentification, il est face à une révolution factuelle qui est une augmentation considérable des menaces, des attaques et une complexification de l'authentification. Quelques chiffres rapidement. Là, ils sont issus en partie, entre autres, de la FIDO Alliance, mais grosso modo, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'attaques. Et c'est pas prêt de se calmer. On sait que les chiffres vont encore exploser dans les années à venir. On sait que les attaques sur toute la partie authentification, c'est des attaques qui sont cruciales. On a plus de 80% des compromissions, des piratages massifs qui impliquent la corruption de credentials à un moment donné ou à un autre, donc d'identifiants, de mots de passe, d'éléments d'authentification au sens large du terme. C'est une vraie problématique qui explose et qui est aussi à prendre en compte dans un contexte géopolitique actuel qui est quand même au minimum instable et qui soulève des questions sur où sont nos données, comment elles sont stockées et comment est-ce qu'on gère l'authentification, est-ce qu'on est autonome stratégiquement ou pas sur ces sujets. En fait, nous, on a imaginé un concept qui est l'IMFA, qui est l'Invisible MFA. Quand vous avez une voiture assez récente, vous avez tous une clé électronique dans la poche, vous vous rapprochez de votre voiture, vous ouvrez la portière, vous vous posez pas la question de savoir quelle action je dois faire pour déverrouiller ma portière. Ça, c'est une forme d'authentification complètement invisible avec un token matériel. Sur les voitures, c'est facile. Sur les employés, c'est un petit peu plus délicat. Le token matériel, c'est souvent assez complexe à mettre en place. En fait, l'objectif de l'Invisible MFA, c'est d'apporter ce côté invisible de l'authentification, d'apporter un deuxième facteur sans friction pour les utilisateurs, le plus transparent et le plus invisible possible. C'est aussi un vrai sujet de savoir quand ce facteur doit être utilisé. Je reprends la clé dans la poche. En fait, on a quand même des petites subtilités parce qu'on a envie que la voiture elle se déverrouille toute seule, mais on n'a pas envie qu'elle démarre toute seule. On met quand même un petit bouton qui permet de la démarrer manuellement. Ben là, c'est le même sujet. C'est quand est-ce qu'on va demander ce facteur supplémentaire? S'il est invisible, tant mieux. S'il n'est pas invisible, à quel moment on le demande? Et à quel moment on demande à l'utilisateur de faire une démarche explicite pour se connecter, même si ce n'est que appuyer sur un bouton. Cette approche, elle soulève un certain nombre de questions. Et la première des questions, c'est comment faire cette authentification invisible? Quelles sont les données qu'on peut utiliser? Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser? En fait, on a déjà des données qui existent. Alors évidemment, c'est un challenge. Ces données, les premières d'entre elles, c'est la biométrie technique qu'on considère comme passive. C'est la caractérisation de l'appareil, ça va être la caractérisation, donc le type de navigateur, la façon dont la carte graphique fonctionne, tout un ensemble de techniques qui sont issues historiquement de ce qu'on appelle le fingerprinting de navigateur, mais qui sont poussées beaucoup plus loin. La question est aussi comment faire ça de manière invisible, sans forcer trop l'utilisateur. Je veux dire, s'il a besoin d'installer une application, s'il a besoin de... Enfin, je veux dire, je pense... On peut poser la question, combien d'entre vous ont un Google Authenticator ou un Microsoft Authenticator sur vos téléphones à main levée? Voilà. Combien trouvent ça super cool et super simple d'utilisation et n'a jamais de friction avec ça? Voilà. On n'est pas tout à fait sur la même proportion. On a 3-4 mains qui se lèvent. En fait, tout ça, ça génère de la friction. C'est pour ça que le concept d'invisibilité, il est important. Et là, grâce à la biométrie technique passive, sans application à installer, nous, on peut identifier, caractériser l'environnement
évidemment, c'est pas suffisant. Il faut rajouter d'autres formes de technologies, dont la biométrie comportementale. C'est la façon dont l'utilisateur va utiliser sa souris, déplacer sa souris, la façon dont il va cliquer, des fréquences de frappe. Sur certains nombres d'objets connectés, ça peut être les accéléromètres, bon, la façon dont on tient l'objet. Ça peut être tout un ensemble de données. Tout ça, c'est à contextualiser. En fait, il y a quand même des limites à ces sources de données. Dans la biométrie technique, il y a des données qui évoluent naturellement. On peut utiliser un VPN ou pas utiliser un VPN. Dans la biométrie comportementale, en fait, il y a des process d'attaque très évolués qui permettent de simuler des comportements humains. Tout ça, on va le contextualiser. Et en fait, c'est l'objectif. Finalement, ce qu'on veut, c'est une réponse avec un score de risque qui nous permettra de prendre une décision éclairée. D'où cette contextualisation qui doit être une contextualisation explicable, je reviendrai plus tard dessus, mais qui a pour objectif aussi d'établir un chiffre, un score, une évaluation de risque. Nous, pour ça, on utilise des jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on a des modèles traditionnels, mathématiques avancées, IA, météoristiques, qui construisent des jumeaux numériques des utilisateurs et qui permettent de prévoir le comportement de ces utilisateurs. Et quand je parle d'utilisateurs, je parle à la fois d'utilisateurs légitimes, mais aussi d'attaquants. Finalement, c'est hyper intéressant d'analyser les attaques et de pouvoir déterminer des patterns qu'on serait capable de réexploiter dans d'autres cadres. Donc c'est à la fois une forme de renforcement positif et une détection d'attaques au sens négatif du terme. Alors il y a quand même des petites choses à prendre en compte pour ça. Parce qu'en fait, pour que ça soit le plus invisible possible et que ça soit le plus accepté à la fois par les utilisateurs et par les administrateurs, il y a un certain nombre d'éléments. Le premier d'entre eux, c'est il ne faut pas, typiquement sur du MFA, quand on est obligé de demander quelque chose à l'utilisateur, il faut que ça soit justifié. Si on demande à chaque fois sur tous les utilisateurs de valider par un MFA, en fait, on crée de la friction qui peut être très compliquée. Si on est en YAM, c'est-à-dire finalement dans un environnement professionnel avec des professionnels, c'est embêtant, ça crée de la friction, mais de fait, c'est obligatoire, donc les gens le font. Si on est en SIAM, qu'on vend de la nourriture, qu'on vend des livres, qu'on vend quelque chose sur Internet, si à chaque fois on est obligé de demander à un deuxième facteur, de leur dire d'installer un Google Authenticator, de taper un OTP, un reçu par SMS, quelque chose dans ce genre-là, beaucoup de friction, trop de friction pour ce type de milieu. Cette friction, elle se concrétise aussi dans l'expérience utilisateur. L'UX, lui, qui doit être extrêmement fluide. La complexité des facteurs aussi utilisés. Il y a un certain nombre de ces facteurs qui sont des systèmes cryptographiques, des traces cryptographiques qu'on dépose dans les navigateurs, dans les appareils des utilisateurs, qui sont des bons vecteurs et qui peuvent être complètement transparents pour l'utilisateur. De temps en temps, il est possible qu'on ait besoin d'un facteur supplémentaire. C'est normal et ça peut justifier en fonction de l'évaluation de risque qu'on a cité tout à l'heure. Tout ça, ça mène à une vraie question d'adaptabilité et d'expérience utilisateur en fait. La sécurité, elle se doit de prendre en compte cette expérience utilisateur. C'est à la fois un fait, mais aussi un ressenti qui ne doit pas créer de friction, qui ne doit pas créer d'éléments négatifs. Complexité d'implémentation, il est aussi, c'est un vrai sujet. Tout ça, c'est très bien de le dire, mais il faut quand même un bagage technologique et scientifique pour arriver à ce type d'objectif. Alors, comment on l'a contextualisé chez nous en fait? Donc, on regroupe ces différentes signatures, donc à la fois les traces cryptographiques pour ceux qui connaissent FIDO2, WebAuthn et compagnie, Windows Hello, un petit peu de tout. On les combine avec de la biométrie technique et la biométrie comportementale qu'on citait tout à l'heure. Ah, je crois qu'il y a un sujet de connexion sur l'ordinateur. Et en fait, on est capable de catégoriser. On a plusieurs modèles, c'est quelque chose d'extrêmement important. On les caractérise sous forme de 3 catégories qui sont les modèles de la prédiction, d'authentification et des modèles de cartographie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous permet de repérer des typologies d'attaques extrêmement diverses. Ces typologies d'attaques, elles sont repérées de différentes manières. Nous, on a plusieurs manières d'intégrer notre solution. On peut l'intégrer en particulier sur la partie IA au moment de l'authentification, mais on peut l'intégrer tout au long de l'utilisation de l'application dans un contexte d'authentification continue. Et donc, ça permet aussi d'améliorer la qualité à la fois des données qu'on regroupe, donc des modèles qu'on construit et des jumeaux numériques qu'on construit, mais aussi, finalement, d'améliorer ce type de détection. Je vais rendre la main.
Et peut-être, donc on va enchaîner sur la partie cas d'usage. On va vous présenter la collaboration donc avec Waller, puisque nous avons intégré notre solution. Et peut-être pour vous donner un exemple des cas concrets qu'on traite, un des premiers cas d'usage sur lesquels on avait travaillé il y a maintenant presque 2 ans, ce sont les gilets connectés pour les forces de sécurité. Ça paraît assez évident que les gars, quand ils partent sur le terrain, un peu rapidement, on va pas leur demander de taper un mot de passe à 16 caractères avec une majuscule, etc. Donc voilà, c'est un cas d'usage. Et puis il y a des cas d'usage d'implémentation récentes aussi qu'on a fait pour le secteur des assurances, qui est confronté à des vraies problématiques autour de la fraude. L'exemple type, c'est l'assureur qui a qui essaie de déployer de l'authentification multifacteur sur du SIAM, qui a couplé ça à un anti-bot et malgré tout qui continue à être fortement exposé à la fraude. Voilà, donc Cyril, qui est directeur cybersécurité de Waller, va vous expliquer comment on intègre la solution dans Donjon, qui est aujourd'hui la seule plateforme collaborative labellisée SecNumCloud. Merci, exactement. Donc en fait, pour expliquer pourquoi on a fait ce choix, je vais commencer par vous expliquer ce que fait Waller, vite fait. C'est un outil de travail collaboratif qui intègre de la visio, du partage de documents, de la messagerie instantanée, et où la cybersécurité a été, par la direction de Waller, décidée comme étant le critère différenciant par rapport à tout ce qui pouvait se faire par ailleurs. D'où mon recrutement. Regardez, des TPE-PME qui ont un directeur cyber, ça court pas les rues. Comme on a fait ce choix de mettre la cyber au cœur du dispositif, on a enchaîné avec une qualification SecNumCloud et par ruissellement naturel, nous sommes appuyés sur la solution d'OpenSesame qui permet à nos utilisateurs d'avoir un accès simplifié à notre outil, une authentification simple, mais tout au long de leur usage, on va s'assurer que l'utilisateur, c'est bien le bon. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas habituel? Donc, on s'assure que c'est le bon, donc on garantit un accès légitime à notre outil, et par là même, on améliore la protection des données qu'on va y placer. Alors, en pratique, tous les concepts sont intéressants, mais comment est-ce qu'on les applique? En pratique, on les applique avec ce type de choses. Ce type de choses, c'est la première question, c'est récolter de la donnée. Le système, il doit être extrêmement simple en termes de mise en œuvre. Aujourd'hui, la mise en œuvre du système d'authentification chez OpenSesame, dans la version la plus light, en authentification continue, ça s'intègre un peu à la manière d'un Google Analytics, d'un Matomo pour ceux qui connaissent. Donc, c'est quelques lignes de JavaScript à intégrer dans l'interface graphique. C'est volontairement très simple. La surface d'accroche avec le système d'authentification existant, quand c'est nous qui gérons l'authentification, c'est complètement transparent pour vous. Mais on peut l'installer de manière indépendante. Et dans ces cas-là, c'est juste une version pseudonymisée d'un identifiant utilisateur, un UID. Donc, en termes de réglementation, de simplicité de mise en œuvre, on a eu un vrai travail pour que ça ait un petit côté universel. En pratique, on récupère plusieurs centaines à plusieurs milliers de données qui correspondent, comme je le disais tout à l'heure, à la fois à des données comportementales techniques, des données de biométrie comportementale et des données de biométrie technique, et on les récupère, on les pose dans des modèles. Alors les modèles, je vais dire c'est un peu buzzword, on utilise le mot IA, selon cache. Il y a 3 catégories de modèles. Il y a des modèles de détection d'anomalies avec des méthodes traditionnelles, d'autres modèles avec des techniques de mathématiques avancées, et une 3e catégorie qui comprend des modèles de météoristiques, dont du machine learning, du deep learning, mais pas que. On a aussi d'autres méthodologies d'IA qui sont, pour des raisons pratiques, qu'on peut maintenir en mode apprentissage en continu et qui permettent de s'adapter à des typologies de menaces. L'intéressant, c'est pas un seul de ces modèles, c'est l'ensemble de ces modèles. Pourquoi? Parce que finalement, quand on va pousser toutes ces données dans ces modèles, elles vont nous fournir des évaluations. Ces évaluations, on va les concaténer, on va les agglomérer en 7 catégories. Un exemple, par exemple, c'est les risques liés, une évaluation de risque liée au profil utilisateur. Une autre, c'est une évaluation de risque à la qualité de la connexion, etc., etc. Et en fait, le point clé, il est là. Le point clé, c'est qu'on a ces 7 évaluations qu'on agrège dans une méta-évaluation de risque qui nous donne un chiffre qui nous permet de prendre une décision. De dire, on considère que le risque est trop élevé, on va bloquer l'utilisateur, on va bloquer l'adresse IP, ou alors on peut le faire, mais on va lui demander un facteur complémentaire, ou on peut le faire, mais le risque étant très très faible,
Dans le doute, on va quand même envoyer un petit mail. Je pense que tout le monde en a reçu ici. Un petit mail un peu à la Google, etc. Bonjour, vous êtes bien connecté, ou à l'Amazon. Hein. Bonjour, vous êtes bien connecté. Juste pour info, vous êtes bien connecté à telle date, tel lieu. Si c'est pas vous, cliquez ici. Tout ça, faut que ça soit intégré nativement. Et il y a une vraie question de délai de réponse. La majeure partie de nos composants sont conçus pour donner des réponses, dans des délais qui sont de l'ordre de quelques dixièmes de seconde, c'est-à-dire en dessous du perceptible. Ça a des effets, des seconds effets intéressants. C'est par exemple aujourd'hui, quand un utilisateur arrive sur une plateforme, dans plus de 99% des cas, on est capable de dire qui il est avant qu'il tape son identifiant. Et ceci dans une configuration de run. L'autre point intéressant, c'est qu'on peut utiliser cet élément comme assessment, comme élément non actif, bien que dans le cas de Wire, c'est quand même nettement mieux s'il est actif, pour analyser le comportement de ses utilisateurs et donc pouvoir comprendre ce qui se passe et se dire si on active les éléments bloquants de l'authentification, quel impact ça va avoir sur mes utilisateurs. Ça, c'est des choses qui sont importantes puisque on peut le faire et que ça va réduire nécessairement la friction pour les utilisateurs. Le point important, c'est que cette évaluation de risque, il y a un autre point, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse la pousser dans un SOC, dans un SIEM pour qu'elle arrive sur un SOC. Il faut qu'on puisse faire de l'alerting, il faut qu'on puisse faire tous ces process-là. Mais vous allez me dire, oui, mais il y a des IA qui font peut-être ça. Chez Microsoft, par exemple, vous prenez Microsoft, vous prenez Entra ID, vous prenez une licence P2, ils ont des IA qui prétendent faire ça. Alors, déjà, ça va vous coûter 9 € par utilisateur et par mois entrée de gamme. Hein. Il y a un petit sujet quand même financier là-dessus. Et surtout, on n'a pas d'explicabilité. Aujourd'hui, avec des trucs dans ce genre-là, nous, on apporte des rapports, une capacité à générer des rapports, une explicabilité de ce qui s'est passé pour chaque connexion de chaque utilisateur et d'être capable de dire cet utilisateur a été bloqué pour telle raison. Voilà les éléments techniques qui y sont associés. Et accessoirement, on a le petit LLM qui vous fait un petit rétexte orienté CODIR, COMEX, on va dire la version non technique du pourquoi, du comment. Ça, c'est aussi des éléments différenciants, c'est des éléments qui sont aussi importants en termes de réglementation parce que l'explicabilité de ce qui se passe, c'est un vrai sujet. Et quand je parle d'IA, en fait, je fais un petit mélange entre plein de méthodologies et c'est cette contextualisation qui est importante. Alors, cette contextualisation est aussi importante. Évidemment, la visualisation des données résultats l'est aussi. C'est un travail sur lequel on a pas mal itéré. Les données, on peut les fournir brutes, comme je le disais, on peut les envoyer sur un Elasticsearch, enfin sur un certain nombre de process orientés SIEM, SOC et compagnie. Elles sont accessibles par des API, elles sont aussi disponibles par nos interfaces graphiques. De manière structurelle, chez nous, tout ce qu'on peut faire par les interfaces graphiques, on peut le faire par nos API, puisque nos interfaces graphiques consomment nos propres API. Et on a un vrai sujet sur la visualisation de ces données. Encore une fois, pour des questions pas seulement de faits techniques, mais aussi d'explicabilité. Et cette explicabilité, en YAM ou en SIAM, quand on a un vrai sujet, typiquement du credential stuffing, une compromission de volume important de compte utilisateur, on va devoir faire une déclaration à la CNIL, peut-être même à l'ANSSI en fonction de la nature de son activité. Comment on arrive et l'ANSSI et la CNIL vont dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Réponse, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ou alors, il y a l'IA qui nous a dit que. Ça, c'est aussi conçu pour ça. Ces rapports, on peut les fournir à ce type d'autorité. Alors, peut-être que y a des questions en plus qui vont vous poser, mais ça va déjà répondre à plus de 90% de leurs questions. Donc ça aussi, c'est important en termes stratégiques. Cette visualisation des données. Je vais re-rendre la main. Mais on n'a quand même pas dit une chose essentielle et je m'excuse auprès de l'INRIA qui est évidemment un partenaire hyper essentiel qui se trouve juste derrière. Donc on a la chance de travailler avec le laboratoire Privatix depuis presque 2 ans. On a une doctorante CIFRE en intelligence artificielle qui travaille sur ces sujets-là avec Pierre Guillaume. Pierre Guillaume qui cumule quand même un certain nombre d'années d'expérience sur ces sujets-là. Et donc effectivement, l'ensemble de nos architectures ont vraiment été conçues pour faire du multimodal. Donc ça, c'est un gros différenciant aussi par rapport à nos concurrents. Et donc nous, vous l'aurez compris, on a un positionnement très axé souveraineté. Parce qu'on considère que c'est évidemment fondamental que les organisations gardent le contrôle, la maîtrise
et puissent, enfin ce qu'on appelle en fait l'autonomie stratégique. Donc on a fait le choix, donc on travaille avec OVH, également avec Scalway et avec un ensemble de partenaires qui nous permettent notamment de se mettre en conformité avec le RGPD. Je citais Privatix, l'INRIA, peut-être que vous les connaissez, c'était un peu les bad cops lors du développement d'applications tous anti-Covid. Et donc ils ont ils ont une vraie expertise avec des gens de la CNIL qui travaillent directement dans les équipes. Et donc nous on travaille en fait de manière à se mettre en conformité avec l'IA Act. Voilà, donc ça c'est aussi un point important. Finalement c'est intéressant que tu aies parlé de tout ce qui est monitoring, supervision, parce que nous c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et clairement, le fait d'intégrer cet outil-là, c'est une partie qu'on va sous-traiter et qu'on n'aura pas à gérer. On a déjà suffisamment d'éléments à traiter. Mais pour nous, évidemment, la souveraineté et la cybersécurité, c'est essentiel. Mais l'expérience utilisateur l'est tout autant. Le fait d'avoir quelque chose qui rend une activité, comme tu l'as évoqué au départ, est plutôt pénible pour l'utilisateur. L'authentification, c'est jamais le meilleur moment. Mais là, ça devient transparent. C'est un gain pour nous. Et c'est un gain pour vous parce que vous apportez quelque chose de nouveau à notre outil. Oui, et peut-être pour finir sur la partie Zero Trust, puisque c'est le thème cette année du FIC. Donc notre solution est une application concrète du Zero Trust, c'est-à-dire ne jamais faire confiance, par opposition à la doctrine de la sécurité périmétrique dans laquelle on va installer. C'est l'image du château fort que tout le monde connaît. Sur la partie Zero Trust, je reviens un petit peu là-dessus, mais en fait, le fait d'avoir de multiples process de traitement, c'est aussi une approche Zero Trust, puisqu'en fait, on part sur le principe que statistiquement, un certain nombre de process de traitement de détection de menaces sont déjà compromis. Alors, ce n'est pas le cas, mais on part quand même sur ce principe-là. Et en fait, dans nos systèmes, on va parler de taux de compromission acceptable, et un attaquant pour pouvoir contourner suffisamment de règles de sécurité, suffisamment de modèles pour pouvoir se faire passer pour un tiers, en fait, il doit poiner plusieurs dizaines de manière synchrone. Je dis pas que c'est techniquement impossible, mais ça nécessite des moyens particulièrement considérables. Et en plus, on a une très forte capacité d'adaptation en créant des nouveaux modèles très facilement. Je veux dire, en quelques semaines, on peut passer, puisque notre système est IA natif, de l'idée à la réalisation en production. On peut vous applaudir bien fort déjà. Un trio qui passe du théorique au pratique, en tout cas c'est toujours sympa. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Il y a une question ou pas? Alors moi j'ai une première question. Vous travaillez dans un environnement qui est évidemment sur la souveraineté en environnement français. Je voudrais savoir quelles sont les choses qui sont proposées un petit peu de la même manière. Est-ce que vous travaillez avec d'autres environnements à l'étranger? Oui. Alors, oui. C'est-à-dire C'est ça. Par exemple, on travaille avec le Luxembourg. Avec un certain nombre de pays européens, on va dire, qui sont assez sensibles à ces sujets-là. Donc, nous, on n'est plus, en réalité, on préfère parler de souveraineté européenne. Donc, effectivement, oui, c'est quelque chose. Et puis, comme l'a dit Pierre-Guillaume, le contexte géopolitique fait que, concrètement, la gestion des accès et des identités, c'est vraiment la pierre angulaire de la confiance numérique. Et donc, forcément, on voit maintenant quelques entreprises qui, avant, utilisaient du tout Microsoft ou utilisaient des solutions américaines ou israéliennes qui nous sollicitent parce qu'elles se disent que c'est quand même une bonne façon de protéger leur patrimoine informationnel. Et ma deuxième question, vous avez évoqué tout à l'heure la problématique de finalement arriver en intervention et de pas avoir la possibilité de faire d'enlever ses gants pour faire les codes. Est-ce que vous travaillez justement aujourd'hui avec des environnements de protection, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée? Vous n'avez peut-être pas le droit de le dire, mais c'est pas grave, je pose la question. Alors, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire sur le projet, mais ceci dit, effectivement, on travaille avec le ministère des Armées sur un projet, Okay. sur des projets.
Et on a aussi un autre projet qui est en partenariat avec le CNRS, qui est le projet Alias, qui est un programme du transfert du campus cyber, qui a pour vocation de permettre l'adoption des systèmes d'adapter les systèmes d'authentification pour les personnes en difficulté visuelle. Et en fait, techniquement, pour reprendre l'exemple des pompiers, le pompier qui a son masque, qui peut pas retirer ses gants parce qu'il est en intervention et qui doit s'authentifier rapidement, nous on extrapole une certaine proximité avec ses besoins. Donc on travaille sur ces projets-là dans l'objectif aussi, dans l'espoir en tout cas, que un certain nombre d'entre eux puissent être transposés à des environnements professionnels contraints. Alors, et puis j'ai pas précisé, mais effectivement qu'on connaît très bien le contexte défense et sécurité. Je vais faire un peu de promotion pour l'Institut des hautes études en défense nationale. On est tous les deux auditeurs de l'IHEDN et moi, par ailleurs, je suis officier de réserve opérationnelle pour l'état-major des armées. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de problématiques, soit liées à l'identification des utilisateurs. Je pense que peut-être vous avez tous suivi les soldats américains pendant la guerre en Irak qui utilisaient leurs montres connectées et qui qui ont eu quelques soucis avec ce sujet-là. Donc effectivement, c'est des cas d'usage très opérationnels aussi. On avait un cas qui était abordé le premier soir, il y a 2 jours, par des jeunes femmes ukrainiennes qui avaient monté une entreprise spéciale et qui expliquaient la difficulté en Ukraine de l'utilisation de Telegram. Parce qu'effectivement, elle disait mais tout le monde est habitué à utiliser Telegram, mais c'est ce qui nous a mis dedans à un moment, quoi. Okay. Bon, c'est toujours le sujet de l'équilibre entre la sécurité et l'expérience l'usage, on va dire.